Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un peu particulier puisqu'on ne se retrouve pas pour une analyse d'entreprise. Comme vous avez l'habitude, tous les mercredis à 18 h sur la chaîne sort une nouvelle analyse d'entreprise, mais ici, il va s'agir d'une analyse d'actifs et plus précisément de l'analyse du Bitcoin. Je tiens à préciser que nous n'allons pas pouvoir couvrir tous les aspects du Bitcoin en détail dans cette vidéo. Il s'agit plutôt d'une vidéo de type introduction qui va vous introduire les grands principes du Bitcoin. Nous allons également faire une analyse fondamentale sur le Bitcoin pour déterminer si le Bitcoin est une fraude ou est-ce qu'il est une véritable révolution et est-ce que le Bitcoin a une place dans mon portefeuille et est-ce qu'il pourrait avoir une place dans votre portefeuille également. Nous allons traiter tous ces sujets aujourd'hui et également en fin de vidéo, je vous donnerai pas mal de ressources pour que vous puissiez vous aussi faire vos propres recherches sur le Bitcoin en attendant que d'autres contenus arrivent sur ce sujet, bien évidemment, sur la chaîne. Cette analyse va être découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons le Bitcoin et des principes clés à comprendre pour comprendre le Bitcoin. Ensuite, nous verrons l'analyse fondamentale du Bitcoin, puis nous verrons quelques chiffres, et enfin, nous aurons une partie aller plus loin qui va nous permettre de donner des ressources et des outils pour vous aider à appréhender le Bitcoin et peut-être vous lancer également dans le Bitcoin. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance. Cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Premièrement, nous allons voir donc qu'est-ce que le Bitcoin et quels sont les grands principes qu'il faut connaître pour comprendre le Bitcoin. Donc déjà, petit rappel de mon histoire avec le Bitcoin, j'en avais acheté un peu en 2018 suite à du FOMO. Donc le FOMO, c'est la Fear of Missing Out. Donc c'est tout simplement la peur de rater le train. Et donc j'en avais acheté à ce moment-là et je l'ai bien évidemment revendu à perte puisque je n'y connaissais absolument rien. Également, j'ai fait la même chose fin 2021 où là j'ai acheté du Bitcoin mais aussi d'autres crypto-monnaies comme de l'Ethereum, du Polkadot, du Solana, etc. suite encore une fois à du FOMO et j'ai bien évidemment revendu encore une fois à perte. Ensuite, je me suis formé dans l'investissement, donc début 2022, et je suis vite arrivé à la conclusion que les cryptos étaient un scam et n'avaient absolument aucune valeur intrinsèque, et c'est la position que j'ai défendue pendant à peu près 2 ans et demi jusqu'à mi-2024. Et également en 2024, j'ai découvert The Investors Podcast, qui est un podcast américain qui est principalement centré sur l'investissement en bourse, que ce soit quality, value, growth, ils traitent vraiment tous les sujets de l'investissement en bourse et ils sont vite devenus pour moi une référence dans le domaine puisque leur contenu était vraiment largement supérieur à tout ce que j'ai pu trouver jusqu'à présent puisque ce sont vraiment des contenus qui rentrent dans les détails et qui vont vraiment très loin, par exemple dans l'analyse fondamentale des actions. Et donc ce podcast, The Investors Podcast, possède plusieurs séries, donc We Study Billionaire, Millennial Investing et une 3e série qui s'appelle Bitcoin Fundamentals, qui a été créée par le fondateur de The Investors Podcast, à savoir Preston Pysh. Et je me suis dit donc, après avoir dévoré le contenu de The Investors Podcast côté bourse et finances traditionnelles, je me suis dit que si ils en parlent et si ils ont une série dédiée au Bitcoin sur le podcast, ils doivent forcément savoir quelque chose que je ne sais pas, puisque s'ils sont compétents sur la bourse et s'ils parlent également en même temps du Bitcoin, c'est qu'ils doivent être plutôt convaincus de l'utilité et de la valeur de ce dernier. Et donc je me suis dit qu'on n'allait pas mourir con, ce serait bête, et donc j'ai décidé de m'y intéresser. J'ai commencé à écouter la série Bitcoin Fundamentals, et là le début de mon apprentissage du Bitcoin a pu commencer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons devoir rétablir quelques bases et comprendre qu'est-ce qu'une monnaie. La monnaie, à la base, répond à un problème fondamental qui s'appelle la coïncidence des besoins. Donc par exemple, si j'ai des poissons et que toi tu as des pommes, je peux échanger mes poissons contre tes pommes, mais si par exemple tu ne veux pas de poissons ou que moi je ne veux pas de pommes, la transaction alors échoue et c'est ce qu'on appelle la coïncidence des besoins, puisque pour pouvoir faire du troc, il faut que les deux biens échangés correspondent aux besoins des deux échangeurs. Et c'est là qu'intervient la monnaie qui sert de moyen d'échange ou de medium of exchange, et l'or alors s'est imposé au fil de l'histoire comme une monnaie globale en raison notamment de sa rareté relative sur Terre, puisque l'or est très difficile à miner sur Terre et est beaucoup plus rare
que les autres métaux, et également c'est un métal qui n'est pas oxydable. L'or garde sa forme chimique, et également elle a ce qu'on appelle un fort stock-to-flow ratio. Donc le stock-to-flow ratio, c'est le ratio stock sur flux. Donc c'est-à-dire que la production annuelle ne représente qu'environ 1 à 2% du stock d'or existant. Donc plus le ratio stock sur flux est important, plus ça veut dire que les nouveaux flux, donc la nouvelle production annuelle, sera moindre par rapport au stock d'or déjà existant. Puisque si c'était l'inverse, si on produisait beaucoup plus d'or qu'il n'y avait de stock dans le monde, eh bien forcément il y aurait une inflation énorme sur le stock d'or et l'or perdrait énormément de valeur au fil du temps. L'or également possède d'autres propriétés, donc comme on l'a dit, elle est durable, elle est également fongible, donc 1 gramme d'or, ça reste 1 gramme d'or. Vous pouvez échanger 1 gramme d'or contre n'importe quoi, ce sera toujours le même gramme d'or, et il n'y a pas de différence entre 1 gramme d'or en Chine et 1 gramme d'or aux États-Unis, par exemple. Et il est relativement divisible, puisque jusqu'à certaines mesures, on peut le fondre et en faire des petites pièces et le transporter relativement facilement à ce niveau-là. Mais son problème, le problème de l'or principal, c'est qu'il aboutit inévitablement à la centralisation, puisque pour posséder des grosses quantités d'or, il faut pouvoir le sécuriser, et pour le sécuriser, on passe généralement par une banque, donc l'or se retrouve centralisé dans les banques, et ensuite se retrouve centralisé dans les banques centrales, et les gouvernements peuvent mettre la main dessus, et c'est exactement ce qu'il s'est passé, et ce qui a abouti à la création des monnaies fiat. Des monnaies fiat qui veut dire donc décret, fiat veut dire décret en latin, et les monnaies fiat sont tout simplement des monnaies qui ont une valeur par décret. Le gouvernement décrète que la monnaie a une valeur, mais en soi elle n'en a pas réellement, puisque aujourd'hui la monnaie fiat n'est plus adossée à de l'or physique, mais peut être imprimée à volonté au bon gré des politiques des différents pays émetteurs de cette monnaie. Et donc forcément c'est le gros problème des monnaies fiat, puisqu'il n'y a aucune rareté et les États peuvent entre guillemets en imprimer à volonté, puisque ce n'est pas vraiment comme ça que la création monétaire fonctionne. Elle ne passe pas par l'impression de nouveaux billets, même si dans une moindre mesure, mais elle passe surtout par l'émission de dettes et de nouveaux crédits que l'on appelle M2, notamment aux États-Unis. Mais ça sera peut-être le sujet d'autres vidéos pour expliquer en détail le fonctionnement de l'inflation et de la création monétaire. Mais justement, pour comprendre l'utilité du Bitcoin, il faut également comprendre qu'est-ce que l'inflation et quel est son impact réel sur l'économie. Donc l'inflation par définition pure, c'est la hausse des prix des biens et services, et elle peut venir de deux facteurs. Premier facteur, le marché, puisque si forcément il y a une mauvaise récolte par exemple sur le blé, eh bien le prix du blé va augmenter parce que son offre diminue. Inversement, si la demande augmente subitement, le prix va augmenter. Donc ça c'est vraiment l'ajustement de l'offre et de la demande, c'est la main invisible du marché théorisée par Adam Smith, et ça c'est une hausse ou une baisse des prix qui est tout à fait naturelle. Mais ensuite on a un deuxième facteur d'augmentation des prix qui est l'augmentation de la masse monétaire, puisque si je crée de la nouvelle monnaie et que je l'injecte dans le système monétaire existant, tous les biens et services qui sont exprimés, donc qui sont valorisés dans cette monnaie, seront plus chers entre guillemets, puisqu'il y aura plus de monnaie en circulation. Et le problème de l'inflation monétaire, c'est que ce ne sont pas les prix qui augmentent en tant que tels, c'est la monnaie qui se dévalue par rapport à tout le reste. L'or, par exemple, est un cas d'école. Vous avez l'impression, quand vous regardez le graphique de l'or, que le prix de l'or augmente. Mais en réalité, le prix de l'or n'augmente pas. L'or, lui, reste plutôt stable dans le temps. La quantité d'or augmente relativement lentement, à savoir 1 à 2% par an. Donc ce n'est pas le prix de l'or qui augmente, puisque même la demande au niveau de l'or reste à peu près stable, avec quelques variations annuelles. Ce qui augmente, c'est la masse monétaire. Et donc, quand vous avez l'impression que le prix de l'or augmente, ce n'est pas l'or qui augmente, c'est la valeur de votre monnaie qui diminue et qui vous permet d'acheter de moins en moins d'or pour un même montant de monnaie. Et dans les faits, votre salaire également augmente beaucoup moins vite que le taux d'inflation réel. Ce sera également le sujet d'une autre vidéo, mais le taux d'inflation n'est pas celui qui est officiellement communiqué par le gouvernement, à savoir par exemple le CPI ou l'index à la consommation, puisque forcément les chiffres du gouvernement sont largement truqués et sont en dessous des chiffres réels, puisque l'inflation monétaire réelle depuis les 50 dernières années se trouve plutôt autour des 6 à 7% par an de nouvelles monnaies tous les ans qui est émise sur les marchés. Et donc forcément, si votre salaire ou votre patrimoine n'augmente pas plus vite que 6 à 7% par an, eh bien en fait, réellement, mathématiquement, vous devenez de plus en plus pauvre au fil des ans. Et le gros problème de l'inflation, c'est que c'est un impôt qui est caché et que le citoyen lambda ne comprend pas. Et c'est là tout l'intérêt pour les États et pour les gouvernements, c'est que l'inflation permet de voler, entre guillemets, la richesse de leur population sans qu'elle ne s'en rende compte. Donc ça, c'est vraiment toute la magie de la création monétaire. Et donc justement, c'est là que le Bitcoin rentre en scène.
puisqu'il a été créé en 2009, donc très exactement, le premier bloc a été miné le 3 janvier 2009, suite à la grande crise financière de 2008, par un fondateur anonyme, donc soit une personne ou un groupe de personnes, qui s'appelle donc Satoshi Nakamoto, qui est bien évidemment un pseudonyme, ce n'est pas son vrai nom, très probablement. Et pourquoi après la crise financière de 2008 notamment? Déjà parce que ça correspond aux évolutions technologiques, et c'est la première fois que quelqu'un a réussi à réellement créer une monnaie digitale et à créer une monnaie surtout qui règle le problème de la double dépense. Et également pendant la crise financière de 2008, c'est le moment où les planches à billets ont tourné à fond, où les États ont vraiment créé énormément de masse monétaire, tout simplement pour renflouer les banques et pour sauver les banques de la faillite pendant la crise financière de 2008. Et donc le Bitcoin, lui, cherche à résoudre deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est la confiance, puisque aujourd'hui, dans toute transaction financière, il y a une part de confiance, puisque vous devez faire confiance à votre banque, par exemple, pour ne pas bloquer votre argent. Vous devez également lui faire confiance pour que le solde affiché sur votre compte en banque soit le bon, et chaque transaction doit passer par un intermédiaire. Quand vous faites un paiement avec votre carte bancaire Visa, vous ne payez pas directement le commerçant. La transaction est enregistrée sur le réseau Visa, et c'est ensuite votre banque qui va s'arranger avec la banque du commerçant pour clôturer la transaction. Et en réalité, ça prend plusieurs heures, voire plusieurs jours de délai pour clôturer des transactions. Et également, évidemment, les intermédiaires prennent des frais. Visa prend des frais de transaction sur chaque transaction que vous faites avec une carte bancaire. Et même si ce n'est pas vous qui les payez, croyez-le, le commerçant, lui, paye les frais sur les cartes bancaires. Et également, vous l'aurez remarqué quand vous avez votre argent en banque, même si entre guillemets c'est votre argent, ce n'est pas vraiment votre argent à 100%, puisque vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Si demain vous voulez faire un virement de 100 000 euros, on va vous demander pourquoi, à qui, on va vous demander tout un tas de justifications pour faire ce virement. Également demain, essayez de retirer 10 000 euros en cash, vous allez voir, vous allez rigoler, ça va être très compliqué. Et également, donc le deuxième problème que cherche à résoudre le Bitcoin, c'est la centralisation, puisque l'argent étant centralisé et contrôlé par les banques centrales, toute personne utilisant cet argent est soumise aux politiques monétaires inflationnistes et est condamnée à voir son pouvoir d'achat et sa richesse diminuer avec le temps au gré de l'inflation et de la création de la masse monétaire. Et le gros problème avec la création monétaire, c'est qu'elle bénéficie à ceux qui sont le plus proches de la planche à billets, puisque eux, ils bénéficient de l'argent entre guillemets frais et peuvent le dépenser, notamment dans des assets, dans des classes d'actifs, comme de l'immobilier ou autre, pendant que cet argent est encore frais et pendant que sa création, son émission, n'a pas eu encore d'impact négatif sur les prix sur le marché. Inversement, si vous êtes tout en bas de la pyramide monétaire et que vous recevez l'argent en dernier, eh bien quand vous recevez ce nouvel argent qui a été créé, tous les prix ont déjà augmenté sur le marché en conséquence et donc vous vous retrouvez juste de plus en plus pauvre. Maintenant, quelques points rapides sur le fonctionnement du Bitcoin. Premièrement, c'est une monnaie 100% numérique. Cette monnaie n'existe que par le biais d'impulsions électriques, elle n'existe que par le biais de 0 et de 1 et d'ordinateurs qui sont connectés au réseau au travers ce que l'on appelle des nœuds Bitcoin et qui font tourner en fait tout simplement le programme Bitcoin qui s'appelle Bitcoin Core et qui communiquent tous ensemble via Internet. C'est également un réseau décentralisé puisque personne ne possède le réseau Bitcoin, il est détenu entre guillemets par les milliers de nodes, donc les nœuds qui font tourner le programme Bitcoin comme on l'a dit à travers le monde via Internet et Bitcoin n'appartient à aucun pays, à aucune organisation, à aucune entreprise et n'a même pas de fondateur connu. Également, il est limité puisque la quantité de Bitcoin est limitée à 21 millions. Il ne pourra pas y avoir plus de 21 millions de Bitcoin minés dans le monde, ce qui le rend rare et donc par définition déflationniste. Et ça, c'est un point vraiment clé à comprendre et vraiment la vision déflationniste de l'économie est une vision complètement différente qu'on ne va pas aborder dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long, mais retenez pour vous rendre compte de la rareté du Bitcoin qu'aujourd'hui, il y a un Bitcoin pour 3 millionnaires dans le monde. C'est-à-dire que si tous les millionnaires du monde voulaient acheter un Bitcoin aujourd'hui, ils ne pourraient pas, il n'y en a pas assez. Il y a 3 fois plus de millionnaires qu'il n'y aura jamais de Bitcoin disponible dans le monde. Également, c'est une technologie inviolable, puisqu'elle utilise la technologie blockchain, qui rend donc la falsification ou la modification volontaire d'une transaction impossible par un acteur tiers, puisque pour réécrire une transaction, il faudrait réécrire
toutes les autres transactions qui viennent après. C'est l'intérêt de la blockchain, elles sont toutes liées entre elles. Chaque transaction est inscrite dans un bloc qui est ajouté à la blockchain et qui interagit un peu comme le maillon d'une chaîne. Et si vous voulez modifier le maillon du milieu, il va falloir remodifier tous les maillons qui viennent après et ça rend la chose impossible. Et également, le Bitcoin est libre puisque n'importe qui avec une connexion Internet dans le monde peut se connecter au réseau Bitcoin et y ajouter sa force économique en achetant, en le détenant sur un portefeuille, donc ce qu'on appelle un cold wallet, et également en participant directement au réseau en faisant tourner un nœud Bitcoin. N'importe qui peut faire tourner un nœud Bitcoin aujourd'hui sur un ordinateur et peut-être également en apportant de la force de calcul en participant au minage du Bitcoin. Maintenant, passons à l'analyse fondamentale du Bitcoin. Et pour ça, on va commencer par les forces. Et premier point, le Bitcoin a un fondateur anonyme. Personne ne sait qui a créé le Bitcoin, ce qui le rend vraiment antifragile. Il n'y a pas de chef vers qui on peut se diriger, vers qui on peut mettre la pression pour changer le réseau par exemple, et ça ajoute également une part de mysticisme qui renforce l'attrait envers le réseau. Il possède également l'avantage du premier arrivé, puisque la monnaie est ce qu'on appelle un winner takes all market, c'est-à-dire que c'est un marché sur lequel il ne peut y avoir de place que pour un, à cause de l'effet de réseau notamment, et on comprend vite qu'une monnaie, plus elle est utilisée, plus il y aura de gens qui ont envie de l'utiliser. Également, il y a une vraie décentralisation et Bitcoin n'ayant aucun fondateur et aucune société à son origine, c'est le seul crypto-actif aujourd'hui dans le monde qui est 100% décentralisé. Et également, donc la Proof of Work garantit une décentralisation future et une plus forte sécurité par rapport à la Proof of Stake, par exemple, que l'on peut trouver sur d'autres réseaux comme Ethereum, qui avantage tout simplement en fait les gens qui détiennent le plus de monnaie et donc qui sont les plus riches, qui sont juste une réplication du système actuel in fine. Également, c'est le seul objet ou actif au monde à posséder une rareté absolue, puisque personne ne peut créer plus de 21 millions de bitcoins. Personne ne peut changer le programme Bitcoin pour pouvoir augmenter cette supply cap, et même si quelqu'un proposait une mise à jour pour l'augmenter, elle ne serait pas adoptée par la communauté et ce serait un flop et ça aboutirait sûrement à un hard fork que personne n'utiliserait. C'est un vrai bearer asset également, donc un bearer asset, c'est un actif que l'on peut réellement posséder, puisque à l'image de l'or, quand vous possédez votre clé privée contenant vos bitcoins et que vous connaissez vos 12 ou 24 mots dans votre tête, personne ne peut vous voler vos bitcoins à moins de vous torturer par exemple et que vous nous cédiez et que vous les donniez volontairement. C'est également la plus forte monnaie au monde puisque le Bitcoin est condamné à prendre de la valeur face aux monnaies fiat et à l'or, tout simplement puisqu'il est plus rare et qu'il est plus fort par définition que ces deux autres monnaies. Également, ce serait probablement un bon sujet de vidéo. Ensuite, chaque minute qui passe renforce la sécurité et la confiance dans le réseau puisque plus le réseau est ancien et possède d'utilisateurs, plus il y a d'utilisateurs qui participent à sa sécurité en créant des nouveaux nœuds ou en apportant leur force de calcul pour miner le Bitcoin et donc renforcer sa sécurité. Et également, plus le temps passe et plus la confiance et la crédibilité du réseau augmentent. Maintenant, passons aux faiblesses, puisque forcément, vous connaissez le dicton, s'il y a des forces, il y a aussi des faiblesses. Et premier point, c'est la difficulté d'utilisation. Pour moi, je pense que c'est vraiment la faiblesse principale du Bitcoin, c'est qu'il possède une sérieuse barrière à l'entrée, que ce soit en termes de savoir économique. Si on n'a pas des notions au niveau de la monnaie, de l'économie, de l'inflation, on ne peut pas réellement comprendre l'utilité du Bitcoin. Et également, il y a des compétences techniques qui sont nécessaires pour l'appréhender. Et seules de sérieuses évolutions UX, donc expérience utilisateur, permettront potentiellement une adoption de masse du Bitcoin. Également, les coûts de transaction sont très élevés sur ce qu'on appelle les transactions on-chain, donc les transactions qui utilisent directement la blockchain Bitcoin, et plus le temps passe, plus les coûts de transaction deviendront importants. Et également, il y a le coût de minage, puisque avec le perfectionnement des machines et l'ajustement du niveau de difficulté, le coût pour miner du Bitcoin est de plus en plus important, que ce soit en termes énergétiques qu'en termes économiques, puisqu'une machine aujourd'hui type ASIC pour miner du Bitcoin coûte beaucoup plus cher que dans les premières années où vous pouviez miner du Bitcoin avec un simple ordinateur portable. Maintenant, au niveau des opportunités du Bitcoin, premièrement, il y a le layer scaling, puisque une monnaie grandit avec ce qu'on appelle des couches successives qui s'empilent les unes par rapport aux autres. Ça sera probablement également un sujet dans une vidéo, mais il faut vraiment voir ça comme des couches et voir que Bitcoin est la première couche, donc la layer 1, et c'est une couche qui, à mesure qu'elle va devenir de plus en plus utilisée, va pouvoir développer des couches secondaires qu'on va appeler layer 2 et layer 3 et qui vont apparaître pour répondre à certains besoins. On peut penser par exemple au réseau Lightning si vous voulez aller creuser sur ce sujet. Ensuite, on a l'effet Lindy, donc l'adoption du Bitcoin suit la courbe de n'importe quelle adoption technologique et est exponentielle et plus le temps passe, plus il y aura de Bitcoin
bitcoiners, et a priori jusqu'à présent on n'a jamais vu quelqu'un faire marche arrière sur le bitcoin, et à partir du moment où quelqu'un met le pied dans cet écosystème, il n'en ressort jamais. Également, il y a l'adoption croissante du bitcoin à l'échelle politique. On peut penser à des cas comme le Salvador, le Costa Rica, la Russie ou encore les États-Unis dernièrement. C'est également une bouée de sauvetage pour beaucoup de nations ayant une monnaie faible, comme les pays d'Amérique latine ou les pays d'Afrique. Ça, c'est un point qui est important à comprendre, mais beaucoup de gens ne comprennent pas le bitcoin jusqu'à ce qu'ils en aient réellement besoin. Et également, c'est une bouée de sauvetage politique contre la censure. On peut penser au Canada, avec notamment le scandale concernant les truckers. On peut penser également au Brésil récemment, au Venezuela, etc. Ensuite, Bitcoin a le potentiel de remplacer l'or en tant que réserve de valeur mondiale, tout simplement parce qu'il est meilleur et plus efficace que l'or, et ça peut devenir l'étalon mondial, donc c'est-à-dire le PEG et la réserve stratégique mondiale, et le Bitcoin peut servir d'étalon à la fois pour les monnaies fiat au fur et à mesure que son importance grandit, mais également peut servir pour régler les transactions mondiales, donc les transactions entre différents pays, et pour régler les balances commerciales par exemple entre les pays, comme c'était le cas de l'or par exemple pendant l'étalon or. Et ensuite, il y a la game theory, puisque forcément, le premier pays puissant à adopter le Bitcoin d'une manière ou d'une autre aura un avantage économique, puisqu'il aura une monnaie plus forte, et ça incitera donc d'autres pays à rentrer dans la danse et à adopter le Bitcoin. Et il faut vraiment voir ça comme des dominos. S'il y a un seul pays puissant, donc ici, on parle pas du Salvador, j'ai rien contre le Salvador, mais ce n'est pas une économie assez puissante pour pouvoir déclencher les dominos, mais si un pays comme les États-Unis, la Chine ou la Russie, par exemple, se met à adopter le Bitcoin de manière très sérieuse, ça va pousser beaucoup d'autres pays dans le monde à l'adopter également. Ensuite, maintenant, au niveau des menaces. Premier point, il y a les risques de centralisation en layer 2, notamment si de moins en moins de gens possèdent leurs propres clés et ne possèdent plus leur Bitcoin en propre, mais passent par exemple par des ETF. On a également des interdictions ou des restrictions potentielles dans certains pays qui peuvent freiner l'adoption du Bitcoin en sachant que l'interdiction totale est impossible, et en plus, historiquement, les interdictions ont eu plutôt l'effet inverse, puisque quand la Chine a interdit les exchanges de Bitcoin, eh bien ça a eu pour effet de pousser de plus en plus de monde à en acheter bizarrement. Ensuite, on a les CBDC ou les monnaies numériques de banque centrale qui pourraient faire leur apparition et qui pourraient être programmées pour empêcher les gens d'acheter du Bitcoin avec ces mêmes CBDC. On a également les ordinateurs quantiques qui pourraient casser le hachage actuel du Bitcoin qui repose sur le protocole SHA-256. Ça, c'est aujourd'hui très peu probable, et en plus, ça pourrait être patché en mettant à jour le protocole Bitcoin. Ensuite, on pourrait avoir également des scénarios de guerre nucléaire ou de bombes IEM qui pourraient impacter Internet à l'échelle mondiale, mais là, on est vraiment dans des scénarios catastrophes. Ensuite, on pourrait avoir un concurrent émergent face au Bitcoin, mais ça, pour moi, c'est vraiment très peu probable et probablement le moins probable au vu de l'effet réseau que possède le Bitcoin. On pourrait également avoir la répartition de Satoshi Nakamoto et la vente de ces Bitcoins, ce qui pourrait impacter grandement la confiance envers le réseau. Et des pénuries d'énergie également à l'échelle mondiale qui pourraient rendre de plus en plus difficile le minage et donc la sécurisation du réseau Bitcoin. Ensuite, maintenant, regardons l'avantage compétitif ou les avantages compétitifs du Bitcoin, puisque oui, il y a des avantages compétitifs sur le Bitcoin et le Bitcoin possède un moat de la même manière qu'une entreprise possède un avantage compétitif. Le premier, c'est bien évidemment l'effet de réseau qui est extrêmement puissant pour le Bitcoin et qui est extrêmement puissant pour les monnaies en règle générale, puisque plus d'utilisateurs utilisent le Bitcoin, plus le réseau grandit et se sécurise et plus il y aura d'utilisateurs sur le réseau. Et c'est tout à fait logique puisque plus il y a de puissance économique dans une monnaie, plus les gens sont incités à utiliser cette monnaie. Si demain, moi, j'arrive et je crée un deuxième Bitcoin que je suis le seul à utiliser, personne ne voudra acheter ou vendre ses biens dans cette monnaie. Par contre, si c'est la monnaie la plus utilisée du monde, comme aujourd'hui l'US dollar, eh bien forcément, tout le monde va vouloir en posséder et va vouloir échanger au travers de cette monnaie. Et ensuite, on a également le marché limité, puisque la monnaie est un winner takes all market, c'est-à-dire qu'il n'y a de place que pour un seul gagnant sur ce marché. Il ne peut pas y avoir 1, 2, 3 ou 4 monnaies concurrentes. On le voit aujourd'hui même dans les monnaies fiat, c'est le dollar qui a largement l'avantage par rapport à toutes les autres monnaies, la deuxième étant l'euro, mais bien loin derrière dans les échanges internationaux. Et on peut également regarder historiquement ce qu'a fait l'or et l'argent. L'argent ayant été un sérieux concurrent à l'or pendant des milliers d'années, mais a été complètement démonétisé au 19e siècle au profit de l'or qui a pris 100% des parts de marché de la monnaie. Et maintenant, pour conclure sur l'analyse fondamentale, voyons quelques grandes objections qui sont émises à l'encontre du Bitcoin.
Premièrement, Bitcoin consomme trop d'énergie. Alors ici, oui et non, puisque c'est un marché libre, l'électricité est un marché libre, et les mineurs qui minent le Bitcoin iront là où l'énergie est la moins chère. Et donc potentiellement sur des parties des réseaux, donc des grids électriques, ayant des pertes et ayant des surplus de production, donc, puisque c'est là que les mineurs peuvent nouer des contrats avec les entreprises électriques et avoir de l'électricité bon marché. Ensuite, Bitcoin est contrôlé par les Chinois. Donc évidemment, même si beaucoup de puissance de minage provient de la Chine, personne ne peut contrôler le réseau Bitcoin, et pas même en possédant 51% de la capacité de minage, donc c'est-à-dire une 51% attaque. Donc vous pouvez aller vous renseigner sur ce type d'attaque, mais vous allez voir que même si en théorie elle est possible, en pratique elle serait quasiment impossible à mettre en place. Ensuite, Bitcoin est difficile à scaler. Donc oui, effectivement, en Layer 1, les frais seront trop élevés et il ne peut pas y avoir assez de transactions par seconde pour que toutes les transactions du monde passent sur la Layer 1, donc c'est-à-dire sur les transactions on-chain sur le réseau Bitcoin. Mais c'est là qu'interviennent les Layer 2, et les Layer 2 sont en train de se développer de manière exponentielle. Comme je vous ai dit, on peut parler par exemple de l'exemple du réseau Lightning, et évidemment, ça ne viendrait à l'idée de personne d'aller acheter sa baguette de pain en or, et même dans un système qui utilisait les talons or au 19e siècle, par exemple, on n'allait pas acheter sa baguette de pain en or, on avait des pièces de cuivre, par exemple, qui avaient une certaine valeur de change en or, ou on avait des billets qui avaient également une certaine valeur de change en or. Ensuite, Bitcoin possède une utilisation criminelle, donc effectivement ça c'est vrai et c'est le prix à payer pour une monnaie qui n'est pas censurable. Malheureusement, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut pas avoir une monnaie libre et incensurable sans risquer qu'elle soit utilisée pour des activités criminelles. Et enfin, X crypto-monnaie est la meilleure, donc Ethereum est meilleur, Solana est meilleur, etc., etc. Pour moi, la réponse ici est non, et c'est catégoriquement non, puisque aucune autre crypto-monnaie concurrente n'est une commodity, donc c'est-à-dire une matière première entre guillemets, puisque le Bitcoin n'est contrôlé par personne. Bitcoin n'a pas de roadmap, Bitcoin n'a pas d'entreprise, Bitcoin n'a pas de conseil d'administration, Bitcoin n'a pas de CEO, à l'inverse de Solana, à l'inverse de toutes les autres crypto-monnaies qui sont venues copier le modèle Bitcoin en moins bien. Elles sont toutes des securities, les autres crypto-monnaies. Donc une security, c'est tout ce qui va être les actions ou les obligations. Donc c'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie émise par un acteur qu'on peut facilement identifier. Donc là où Bitcoin n'est émis par personne et n'est possédé par personne et tout le monde en même temps, Ethereum par exemple est très clairement émis par la fondation Ethereum. Elle possède un CEO qui s'appelle Vitalik Buterin et elle est donc classée en security. Ethereum est plus une émission d'actions déguisée qu'une véritable matière première comme est le Bitcoin. Et ça, c'est vraiment un point très très important à comprendre. Et demain, posez-vous la question s'il doit y avoir une adoption mondiale d'une crypto-monnaie. Est-ce que vous pensez que la Chine va utiliser une crypto-monnaie dirigée par la fondation Ethereum et avec la plupart de ses nœuds stockés chez AWS, donc chez Amazon sur le territoire américain? Eh bien, évidemment, vous vous doutez que la réponse sera non catégorique. Maintenant, voyons quelques chiffres clés relatifs au Bitcoin. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les halving cycles. Vous en avez déjà probablement entendu parler, ce sont des cycles de 4 ans qui correspondent au cycle de division par 2 de la création de nouveaux bitcoins, puisque tous les 4 ans, les nouveaux bitcoins qui sont créés quand des mineurs minent de nouveaux blocs sont divisés par 2, et ces cycles de halving correspondent souvent également à des bull runs sur le bitcoin et à des fortes augmentations du prix sur le bitcoin. Donc personnellement, je ne pense pas que ce soit une science exacte. Ne vous attendez pas à avoir des explosions de prix tous les 4 ans sur le réseau Bitcoin. Personnellement, je n'en sais rien. Personne ne peut prédire le prix, donc surtout n'essayez pas de vous amuser à le faire. Ensuite, ici, je vous ai mis un graphique assez intéressant qui compare la performance du Bitcoin par rapport au S&P 500, à l'or et au Nasdaq. Donc vous voyez que la comparaison est sans appel et que le Bitcoin explose littéralement les autres classes d'actifs. Et là, pourtant, on n'est que depuis 2020, on ne prend même pas en compte une période beaucoup plus longue. Ensuite, ici, je vous ai mis le tableau du top 10 mondial des différents actifs dans le monde. Le premier étant l'or, avec presque 17 000 milliards de capitalisation, et Bitcoin étant en 10e position avec 1000 milliards de capitalisation pour le moment, et Bitcoin donc qui serait probablement en passe de détrôner Meta et qui est devant Berkshire Hathaway par exemple. Et ensuite ici je vous ai mis un petit tableau bonus. Alors ce tableau est à prendre avec des pincettes, il provient de la conférence de Michael Saylor qui s'appelle There is no second best. Si vous ne connaissez pas Michael Saylor, je vous encourage à vous renseigner à son sujet, et si vous n'avez pas vu la conférence There is no second best, je vous conseille également de vous renseigner et d'aller la regarder, elle est disponible sur YouTube. Et Michael Saylor a fait une projection de prix du Bitcoin pour 2045. Alors évidemment c'est à prendre avec des pincettes, personne ne peut prédire où sera le Bitcoin en 2045, mais selon lui, le prix du Bitcoin sera à 13 millions par Bitcoin, soit un CAGR de 29% par an jusqu'en 2045.
Et maintenant, donc, pour aller plus loin, je vais vous donner quelques ressources pour approfondir vos compétences et pour creuser un peu plus le sujet si ça vous intéresse. Premièrement, vous pouvez aller lire 2 articles. Le premier qui s'appelle The Bullish Case for Bitcoin de Vijay Boyapati. Il est disponible sur le site Medium. Il est en anglais, mais vous pouvez le traduire assez facilement. Vous avez également Speculative Bitcoin Adoption / Price Theory de Michael B. Kazi qui est très intéressant. Ensuite, niveau podcast, je vous conseille le podcast de The Investors Podcast Bitcoin Fundamentals, animé par Preston Pysh. Et vous avez également The Bitcoin Podcast qui est très intéressant. Et ensuite, côté YouTube, vous avez également pas mal de vidéos. Premièrement, le documentaire God Bless Bitcoin qui est en anglais, mais vous pouvez mettre assez facilement les sous-titres en français. Pareil, vous avez tous les contenus de Michael Saylor que je vous recommande et notamment sa conférence There is no second best. C'est vraiment une masterclass dans le domaine. Ensuite, vous avez les podcasts de Lex Fridman et donc forcément le podcast avec Michael Saylor. Mais Lex Fridman, vous pouvez regarder plein d'autres de ses podcasts et je vous ai déjà conseillé et je vous recommande celui avec Bill Ackman également notamment. Ensuite, vous avez les documentaires de James Jani. Donc lui, il a fait 3 documentaires sur les crypto-monnaies et le Bitcoin, dont son dernier en particulier, qui s'appelle Crypto, the World's Greatest Scam. Donc ça, c'est un documentaire qui est anti-crypto et anti-Bitcoin. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue contraires et d'avoir des gens qui sont contre le Bitcoin et de voir quels sont leurs arguments. En l'occurrence, dans ce documentaire, je trouve que James Jani a 100% raison sur l'écosystème crypto et tout le scam qu'ont été les NFT et toutes les cryptos en 2021, mais par contre je pense qu'il a fondamentalement tort sur le Bitcoin, et si vous venez à comprendre de plus en plus le Bitcoin et les fondamentaux économiques qu'il y a derrière, vous allez vous aussi pouvoir regarder ce documentaire avec un point de vue critique et vous dire que James Jani a probablement tort sur son point de vue du Bitcoin. Ensuite, vous avez également le documentaire Arte qui s'appelle Le Mystère Satoshi, donc lui il est en français et il est super bien fait. C'est vraiment une très bonne porte d'entrée pour comprendre le Bitcoin en détail. Et ensuite, vous avez la chaîne de Bitcoin University si vous voulez aller creuser un peu plus, mais lui c'est évidemment encore une fois 100% en anglais. Et ensuite évidemment vous avez également de la lecture avec pas mal de livres, notamment les livres de Saifedean Ammous, The Bitcoin Standard, The Fiat Standard et Principle of Economics. Je vous mettrai bien évidemment les liens en description, en sachant que le premier, The Bitcoin Standard, est traduit en français et s'appelle L'étalon Bitcoin. Vous le retrouverez également dans les liens en description. Ensuite, vous avez le livre de Lynn Alden, Broken Money, qui est très intéressant, le livre de Matthew Lysak, Fiat Food, Parker A. Lewis, Gradually Then Suddenly, et vous avez également l'excellent livre de Jeff Booth, The Price of Tomorrow, qui parle de la déflation et de l'inflation en règle générale, et je vous le recommande fortement. Ensuite, pour vous donner également quelques outils que personnellement j'utilise ou que je recommande pour acheter du Bitcoin, personnellement j'utilise l'application Strike que vous pouvez retrouver sur iOS ou Android. C'est une petite icône noire avec une météorite blanche. Elle est très très bien. Vous ne pouvez acheter que du Bitcoin dessus et ça c'est très bien. Gardez en tête que dans la plupart des applications, si vous voulez faire le bon choix, prenez des applications qui ne proposent que du Bitcoin. Dès que vous voyez d'autres crypto-monnaies, même de l'Ethereum ou quoi que ce soit qui est proposé dans une application, fuyez. En général, il s'agit d'une application peu sérieuse. Donc je vous recommande Strike App qui est très très bien et qui a des frais relativement faibles. Vous pouvez notamment mettre en place des achats programmés sans frais dessus. Ensuite, pour ce qui est du Cold Wallet, je vous en recommande 2, Blockstream Jade et Cold Card. Je vous déconseille Ledger, je pense que ça pourrait faire le sujet d'une vidéo, mais pour plusieurs raisons, notamment parce que ce n'est pas open source, parce qu'il propose des shitcoins dessus, et également parce qu'il y a eu pas mal de problèmes de sécurité par le passé côté Ledger. Ensuite, côté Wallet App, donc à installer sur l'ordinateur pour connecter votre Cold Wallet, je vous recommande Sparrow qui est la référence dans le domaine, qui est open source, et également vous pouvez utiliser Blockstream Green, donc qui est développé par la même entreprise qui commercialise le Blockstream Jade, à savoir Blockstream, et Blockstream est également l'entreprise à la base du réseau Lightning et du réseau Liquid. Donc ce sont des acteurs très sérieux dans l'écosystème Bitcoin. Ensuite, côté Hot Wallet, vous pouvez utiliser Strike, vous avez également le Blue Wallet, le Phoenix Wallet ou encore le Proton Wallet qui est sorti récemment, mais je crois qu'il est encore en accès anticipé, donc par l'entreprise Proton, qui commercialise donc toute la suite d'outils cloud orientés sécurité et qui sont 100% cryptés. Ensuite, si vous voulez aller plus loin et installer votre propre nœud Bitcoin, je vous conseille Umbrel, personnellement c'est l'outil que j'utilise. Vous pouvez aussi utiliser Start9 qui est un concurrent. Ensuite, côté Bitcoin mining, vous pouvez aller creuser du côté de BitAxe. Et également, pour ce qui est autre, dans l'écosystème Bitcoin, il y a d'autres technologies qui sont décentralisées et qui valent vraiment le coup de se pencher dessus. Vous pouvez aller voir Nostr, qui est un protocole de réseaux sociaux décentralisé. Vous avez des applications comme Primal ou Damus qui l'utilisent. Personnellement, j'utilise Primal. Vous pouvez retrouver
ma public key, donc mon NPub en description. Et vous avez également l'application Fountain pour les podcasts qui est très très bien, qui vous permet de gagner du Bitcoin en écoutant des podcasts, mais également de payer et de récompenser les créateurs de contenu que vous aimez bien en les payant en Bitcoin. Donc Fountain App, je recommande fortement et vous retrouverez bien évidemment le CAF rentable dessus. Et maintenant, pour conclure, donc, premier point, j'ai eu tort durant toutes ces années d'ignorer le Bitcoin et de dire qu'il n'y avait aucun fondamentaux sur le Bitcoin. Et personnellement, je vais vous dire ce qui m'a fait changer d'avis, c'est quand j'ai entendu le terme effet de réseau. C'est là qu'il y a eu un déclic dans ma tête et quand j'ai entendu donc sur le podcast Bitcoin Fundamentals, Preston Pysh parler de l'effet de réseau du Bitcoin, je me suis dit mais oui, évidemment, forcément que le Bitcoin a de la valeur puisqu'il a un avantage compétitif et qu'il y a de l'effet de réseau. Et l'effet de réseau, c'est la force la plus puissante économiquement. Et comme beaucoup de gens, je pense, j'estime avoir été en grande partie repoussé par l'univers crypto et tous les scams et toutes les gamineries qui ont eu lieu, comme la vague des NFT par exemple, qui n'a fait que m'éloigner de cette classe d'actifs. Quand vous voyez qu'en 2021, vous aviez des jeux par exemple avec des espèces de chats en NFT qui sortaient, c'était du grand n'importe quoi. C'était un espèce de dégueuloir de l'univers geek. Et personnellement, c'est vraiment un aspect qui m'a repoussé de l'univers crypto avec tous les termes un peu débiles comme le Dogecoin par exemple, qui est basé sur un mème. Donc moi, c'est quelque chose que j'évite au maximum et je vous recommande, et il faut toujours faire la distinction entre Bitcoin et crypto. Pour moi, les cryptos n'ont aucun intérêt et ce sera le sujet de prochaines vidéos. Même les smart contracts par exemple sur Ethereum, je sais que vous êtes nombreux à m'en parler. Personnellement, je pense que ça n'a aucun intérêt tout simplement parce que mettre des actifs physiques qui dépendent de tierces parties sur la blockchain n'a absolument aucun intérêt. Mais vous allez voir, je vais argumenter dans d'autres vidéos et vous allez comprendre mon point de vue. Également, je pense que Bitcoin, lui, a de la valeur et surtout Bitcoin a une vraie utilité dans le monde puisqu'il permet de régler le problème de l'inflation, il permet d'enlever la confiance dans les transactions financières. C'est une monnaie qui n'est possédée par personne et donc par tout le monde. C'est une monnaie que vous possédez réellement si vous la possédez avec votre propre clé privée et que personne ne peut vous voler. Personne ne peut vous censurer et personne ne peut vous dire que vous n'avez pas le droit de l'utiliser et de l'envoyer à X ou Y personne en raison de vos origines ou de votre point de vue politique par exemple. Et pour moi, Bitcoin est aujourd'hui et va devenir une part toujours plus importante de ma DCA mensuelle. Je pense que si vous voulez investir sur le Bitcoin, vous devez faire du DCA. Ne cherchez pas à trader le Bitcoin, ce serait une mauvaise idée. Je vous le rappelle, la fameuse phrase de John C. Bogle, Time in the market beats timing the market. Et les conseils qui sont valables pour l'investissement en bourse sont aussi valables pour l'investissement sur le Bitcoin. Donc si vous voulez le faire, ne vous prenez pas la tête, vous mettez en place des virements récurrents, vous faites une DCA toutes les semaines ou tous les mois, vous passez par Strike, vous n'aurez pas de frais et une fois que vous avez accumulé un certain montant, vous les retirez sur votre propre portefeuille en cold storage sur lequel vous possédez les clés privées. C'est très important. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour cette vidéo d'introduction au Bitcoin. Dites-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui vous intéresse et quelles sont les questions que vous avez dessus et quels sont les sujets que vous voulez que je creuse plus sur le sujet du Bitcoin. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr, allez suivre également le podcast Le CAF Rentable et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.